Bonjour, bienvenue dans le replay de notre conférence sur les métiers d'ingénieur. Aujourd'hui, nous avons invité Gwendoline qui est ingénieure et qui va nous parler de ce qu'est le métier d'ingénieur, comment le devenir et comment fonctionnent les écoles d'ingénieurs. Comme d'habitude, dans la description sur YouTube, je vous ai ajouté les liens qui vous permettent d'aller directement voir les sujets qui vous intéressent, donc n'hésitez pas à les utiliser. Si vous voulez découvrir d'autres métiers, mettez-le en commentaire en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les aussi en commentaire. Bonne vidéo! Bonjour à tous. En tout cas, je suis contente parce que vous avez l'air plutôt nombreuses à venir sur sur la conférence. Donc là, ce sera une conférence métier où on va parler du métier d'ingénieur, mais on va aussi parler des études d'ingénieur. Alors, c'est assez important, ces conférences métiers, parce que pour moi, elles s'inscrivent vraiment dans le projet Défi Alpha. C'est-à-dire que les élèves qui sont inscrits avec nous en centre ou les élèves qui ont juste accès à la plateforme, ces conférences métiers sont fondamentales parce qu'elles vont vous permettre en fait de comprendre déjà les différents métiers. Donc en termes de projection, c'est quand même plus intéressant. Mais surtout, vous allez voir qu'il y a une compétence à acquérir dans les études qui n'est pas enseignée à l'école, c'est être capable en fait de naviguer dans le système scolaire, de naviguer en fait entre les différentes filières et tout ça. Donc vraiment, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des conférences métiers assez régulières, même si c'est des métiers qui ne vous intéressent pas a priori, essayez d'être là. Essayez d'être là parce que voilà, ça va vous permettre déjà d'avoir une culture générale un peu plus développée sur les métiers. Ça va vous permettre aussi de rencontrer des personnes qui, même si le métier ne vous intéresse pas, peut-être que le parcours, l'histoire va vous inspirer. Donc voilà. Avec nous, donc, on a Gwendoline Martin et je vais laisser la parole à Gwendoline pour qu'elle se présente. Merci beaucoup, Amina. Bonjour à tous. Je suis vraiment contente de réaliser cette conférence avec vous aujourd'hui parce que, comme l'a dit Amina, déjà avant de devenir ingénieur, il faut savoir naviguer et se débrouiller dans le système scolaire, ce qui n'est pas toujours facile quand on n'a pas toujours les informations. Et surtout que ça change beaucoup. Donc, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Gwendoline. Je suis donc ingénieure CACU mécanique. Je travaille actuellement chez Framatome. Framatome qui est en fait anciennement Areva et qui aujourd'hui appartient au groupe EDF et dont je travaille dans le domaine du nucléaire. Donc je suis sur les projets internationaux et donc je travaille à la conception des équipements sous pression pour la centrale que nous sommes en train de construire en Angleterre et qui s'appelle HPC. Mais je pense que je reviendrai donc sur mon parcours un peu plus en détail pendant cette présentation et vous pourrez bien sûr me poser des questions si ce n'est pas clair. Donc, juste rapidement, en termes Euh, d'organisation, vous avez vu, hein, donc encore une fois, n'hésitez pas à poser les questions, donc soit sur le petit onglet la discussion, ou alors à lever la main quand vous avez une question à poser. Quand vous levez la main, donc là, on a la petite main qui est levée, on vous donnera la parole en disant, voilà, tu peux parler, et du coup, il faudra réactiver le micro, poser la question, et voilà. Donc, on continue. Alors, donc du coup, pour le petit sommaire, donc on va commencer déjà, qu'est-ce qu'une ingénieure? Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup le E à la fin de l'ingénieur, hein, très important. Ensuite, les différentes écoles d'ingénieurs qui existent, donc on verra qu'il y en a plusieurs types, certaines qui sont privées, d'autres publiques et comment y accéder. Et enfin, les différents parcours possibles et aussi toutes les passerelles qu'on va pouvoir trouver au sein des études de ce merveilleux métier. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un ingénieur? Donc, la définition d'un ingénieur, et ça depuis plus ou moins la nuit des temps, c'est une personne en fait qui trouve des solutions à des problématiques. Mais c'est très 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 large puisqu'un ingénieur, on peut en trouver aussi bien dans les domaines automobiles que l'énergie, que l'aéronautique, que l'informatique, que la finance. Ça touche vraiment à tous les domaines possibles et inimaginables, même dans le médical, le biomédical et j'en passe, la cosmétique, on en trouve vraiment partout. C'est un métier qui permet d'accéder à n'importe quel secteur et je pense que c'est d'ailleurs un des seuls métiers qui peut être aussi ouvert. Donc, dans quel domaine? Donc, étant donné qu'on touche à tous les secteurs, on touche aussi à tous les domaines. Donc, être ingénieur, c'est pas forcément être un matheux ou un mécanicien, ça peut aussi être un informaticien. On va aussi trouver des ingénieurs qui vont être plus tournés vers le projet, donc qui vont finalement être un peu plus tournés vers
la communication et le management. On va en trouver en chimie, en biologie. Et j'en passe aujourd'hui, le métier d'ingénieur, vous allez entendre aussi beaucoup en ce moment, la grande mode, c'est tout ce qui va être les big data, par exemple. On va en trouver vraiment dans tous les domaines. Un ingénieur, pour moi, c'est une personne qui déjà est assez curieuse, qui aime découvrir et qui aime aussi aller chercher des informations par soi-même. D'où vraiment l'idée de se dire, c'est vraiment une personne qui va trouver des solutions. Quand on a besoin d'un ingénieur dans un secteur, c'est pour trouver des solutions qui sont techniques ou autres. Par exemple, dans le cadre de mon métier, on va me demander de faire des calculs sur des équipements et en fonction des résultats, de voir si l'équipement tient ou pas, par exemple, la pression. Et donc, du coup, derrière, si c'est pas le cas, on va devoir trouver des solutions pour adapter le design. Donc, les exemples concrets, donc on a bien sûr Amina, qui a une formation ingénieur et qui aujourd'hui est directrice de Défi Alpha, et donc moi qui est ingénieur calcul mécanique. Je sais pas, Amina, si toi tu veux nous en dire un petit peu sur le métier d'ingénieur, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, ce qui est marrant dans mon expérience, il y a beaucoup de personnes qui pensent que j'ai renoncé en fait au métier d'ingénieur au moment où j'ai choisi de faire On des y choses. renonce jamais. Ouais, mais c'est ça. Alors que vraiment, l'ingénieur, ça reste quand même un état d'esprit. Quand on voit dans le mot ingénieur, on attend un petit peu le terme d'ingénieux, quoi. On a un peu de génie. C'est-à-dire que l'idée vraiment de l'ingénieur, comme tu l'as super bien dit, Gwendoline, c'est quelqu'un qui trouve des solutions. Par exemple, moi, ma problématique dans Défi Alpha, c'est comment faire pour élever le niveau des élèves. C'est comment faire pour que les élèves accèdent à la réussite. Donc finalement, elle est là ma problématique. Donc c'est une problématique qui est peut-être scolaire, qui est sociétale, ce qu'on veut, mais elle est là ma problématique. Donc même si c'est vrai que sur le papier, je suis pas là à faire des calculs mécaniques et compagnie, j'ai pas l'impression en tout cas d'avoir renoncé à ma casquette d'ingénieur. Donc voilà. Et donc toi, du coup, Wendy, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus ton activité, toi, en tant qu'ingénieur, du coup, chez Framatome. Alors donc moi du coup mon activité, donc ça va faire bientôt 5 ans que je suis chez Framatome aujourd'hui. Donc j'ai commencé, enfin je suis arrivée chez Framatome en ce qu'on appelle le stage de fin d'études, ça on y reviendra. Et donc aujourd'hui mon intitulé d'ingénieur c'est ingénieur calcul mécanique. Donc ça peut paraître un petit peu difficile à cerner comme ça. Donc juste pour faire simple déjà, dans une centrale nucléaire, en gros on a des tuyaux et de la grosse robinetterie et des gros équipements sous pression. Moi, je travaille essentiellement sur ce qu'on appelle la grosse robinetterie. Donc, c'est des très, très gros robinets qui peuvent faire la taille, qui sont 2 fois plus grands que vous, donc ils sont vraiment énormes. Et donc, ces robinets, il faut être capable de dire si pendant les 60 ans où la centrale va vivre, va tourner, pendant ces 60 ans-là, est-ce que le robinet va être capable de tenir les chargements qu'on va lui appliquer? Donc, c'est-à-dire, en fait, il va falloir être capable de dire si, par exemple, au bout de 10 ans, je peux avoir une fissure qui va apparaître dans ce robinet. Et si j'ai une fissure qui apparaît, est-ce qu'il peut venir casser? Et donc, moi, mon travail, il tourne vraiment autour de ça. C'est-à-dire que, donc, j'interviens au moment de la conception des équipements. Les équipements arrivent chez moi, parce que donc aujourd'hui, je suis responsable de la cellule calcul mécanique. Ils arrivent chez moi. Et donc, du coup, ensuite, on s'organise pour faire les calculs nécessaires sur cet équipement. Et ensuite, on va rendre des conclusions. Si les conclusions sont positives, on va garder le design de base de l'équipement qu'on nous a envoyé. Si les résultats sont négatifs, c'est-à-dire que l'équipement a un risque de se fissurer, de casser ou autre, eh bien, dans ce cas-là, on va revoir soit le design, soit diminuer sa durée de vie. Donc ça, c'est vraiment l'aspect conception de l'équipement. Et comme on y venait tout à l'heure, ingénieur, c'est très large. Donc, c'est vrai que pendant plusieurs années, j'ai été vraiment beaucoup dans la technique, beaucoup dans le calcul. Depuis quelques temps, je suis passée responsable de cette cellule calcul. Et donc, on va aussi me demander d'intervenir auprès des clients que j'ai, de leur proposer des solutions techniques. On va me demander de faire des plannings, de faire des budgets et de gérer une petite équipe. Donc, après, il faut vraiment avoir plusieurs casquettes parce que c'est 2 choses très différentes de faire de la technique et de gérer aussi un budget et des plannings. Et donc, du coup, il faut vraiment essayer d'être un peu multitâche, si je puis dire. En plus de ça, aujourd'hui, je fais aussi ce qu'on appelle du suivi d'équipement. Je suis responsable technique sur un équipement particulier, sur une grosse vanne qu'on a et qui est assez sensible sur les EPR. Et donc, par contre, cette deuxième casquette, c'est beaucoup plus du contact avec les fournisseurs,
du contact avec ce qu'on va appeler le fondeur. Le fondeur, c'est les personnes qui coulent dans les gros moules, les vannes ou autres équipements. Et donc, du coup, là, on va être en fait plus sur un métier où on va suivre en fait l'évolution de l'équipement pendant toute sa vie, c'est-à-dire de sa conception jusqu'à sa livraison sur site, et on va devoir répondre à tous les problèmes techniques inhérents. Alors, je sais pas si c'est très clair, faudra pas hésiter à me poser des questions parce que quand j'explique mon métier, c'est toujours très flou. Alors, passons aux écoles d'ingénieurs, ce qui est un vaste sujet, parce que je pense que vous avez autant d'ingénieurs que vous avez de parcours, en réalité. Il y a très peu de personnes qui font le même parcours, enfin, dans tous les ingénieurs que j'ai pu croiser, c'est vrai que tout le monde a des parcours très différents. Déjà, vous allez trouver deux types d'écoles d'ingénieurs, les écoles publiques et les écoles privées. Certes, alors pour ce qui va être les écoles privées, donc je pense que vous avez tous entendu parler des fameuses classes préparatoires, maths sup, maths p. On parle souvent de voie royale quand on fait des études d'ingénieur. Et donc, en fait, à une époque, c'est vrai que c'était surtout des écoles publiques, donc comme Polytechnique, Centrale Supélec, les mines, les arts et métiers, etc. Où là, on fait une classe préparatoire souvent dans un lycée, en fait, hein. Donc, on va faire une classe préparatoire soit orientée mathématiques, ce qu'on va appeler MPSI, soit orientée physique, PCSI, et il y en a encore d'autres, par exemple, dans le cas des vétérinaires, où ils vont faire BCPST. Et ça, c'est autre chose. Au bout de ces 2 ans de classe préparatoire, vous allez pouvoir passer des concours. Vous avez les concours à toutes les grandes écoles, hein, Polytechnique, Centrale Supélec, etc. Vous allez passer un concours qui va vous permettre d'intégrer une de ces écoles en fonction de comment vous allez être classé. Et vous avez aussi les écoles privées, donc qui, elles, sont payantes, contrairement aux écoles publiques, où là, vous n'allez pas forcément avoir besoin de faire une classe préparatoire dans un lycée à part, mais souvent, ces écoles privées vont proposer un parcours complet. C'est-à-dire que vous allez y rentrer tout de suite après le bac et que vous allez faire ce qu'on appelle 2 ans de classe préparatoire intégrée. Donc, c'est pareil, c'est le même programme à peu près qu'une classe préparatoire classique. Au bout de ces 2 ans de classe préparatoire intégrée, vous pouvez aussi également passer les concours, ça ne vous empêche pas, ou tout simplement, vous pouvez rester dans votre école et donc continuer jusqu'au bout. Et donc, vous ferez 5 ans dans la même école. Dans les plus connus, on va avoir l'ESSIV, qui est l'école supérieure d'ingénieurs de Léonard de Vinci, qui se trouve à La Défense, qui a un très large panel en termes d'ingénierie. Ça va aussi bien aller de la finance à la mécanique en passant par les nouvelles énergies et l'informatique. Le SME Sudria qui va être beaucoup plus tourné vers tout ce qui va être électronique, système embarqué. L'IPSA pour tous les métiers qui vont toucher à l'aéronautique et l'espace, etc. Donc, en fait, souvent, ce qu'on va trouver aussi dans ces écoles d'ingénieurs, bon, sauf les CIV qui est beaucoup plus généraliste, en fait, qui est une école d'ingénieurs généraliste, c'est qu'en principe, ces écoles d'ingénieurs privés sont très spécialisées. C'est-à-dire que si tout de suite après le bac, vous savez à peu près vers quel secteur vous orientez, ça peut être une bonne solution parce que c'est des écoles qui vont vite vous mettre dans le bain. Si par exemple vous allez à l'ESME Sudria, dès la classe préparatoire, vous aurez des cours qui seront adaptés à la suite du cursus. Après, la plupart des écoles d'ingénieurs, en principe, sont quand même généralistes. Et donc, la spécialisation va plutôt intervenir à peu près à la 2e année de cycle ingénieur. Ce que j'appelle 2e année de cycle ingénieur, en fait, c'est la 4e année d'études, c'est le bac, au niveau du bac plus 4. Vous avez d'abord les 2 ans de classe préparatoire, puis les 3 ans d'école d'ingénieur. Et attention à une chose, c'est que le titre d'ingénieur, donc typiquement aujourd'hui, vous voyez beaucoup arriver des masters en université avec des noms d'ingénieurs qui traînent par-ci par-là. J'ai rien du tout contre l'université, c'est une très bonne école, mais attention, le titre d'ingénieur, c'est un titre, comme par exemple avocat, et c'est quelque chose qui est délivré par une commission, donc ce qu'on appelle la CTI, la commission des titres d'ingénieur, et toutes les écoles ne sont pas habilitées à le délivrer, donc ça, quand vous rentrez dans une école d'ingénieur, c'est quelque chose qu'il faut bien vérifier, et quand vous faites un cursus en université, à la fin, vous pouvez avoir un master 2 avec et avoir un métier qui est équivalent à un métier d'ingénieur, mais vous n'aurez pas forcément le titre. Donc ça, c'est très important. Ingénieur est vraiment un titre à part entière.
Je sais pas si Amina, tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Je veux juste rajouter un petit truc, c'était par rapport, enfin, les écoles publiques. Alors malheureusement, depuis quelques années, toutes les écoles d'ingénieurs publics ne sont plus gratuites. C'est-à-dire, bon, le tarif reste encore hyper accessible, hein, par exemple, quand on compare aux écoles privées. Mais par exemple, voilà, l'une des plus chères actuellement dans les écoles publiques, c'est Centrale Supélec. Centrale, elle est relativement chère, enfin relativement. C'est vraiment un relatif, hein, parce qu'aujourd'hui, l'année, maintenant, elle est autour de 3 000 euros, je crois, de mémoire pour Centrale. Mais par exemple, voilà, les arts et métiers, ça continue de rester une école publique. C'est-à-dire que cette idée, en fait, de dire que les écoles publiques d'ingénieurs sont gratuites, ça a un peu changé. Après, par exemple, pour Polytechnique, c'est un peu différent parce que, par exemple, Polytechnique, alors je sais pas, enfin, si vous avez entendu, hein, j'aime bien parler de Polytechnique parce que moi, j'ai entendu parler de cette école quand j'étais en terminale et je trouvais que c'était pas normal. Polytechnique, hein, pour faire simple, enfin, c'est certainement la meilleure école d'ingénieurs française. Donc voilà, Alors, si juste, votre attends, objectif, ouais. Amina, je te coupe juste parce que je vais faire ma centralienne, c'est-à-dire, attention, Polytechnique n'est pas une école d'ingénieur si tu fais pas mine. Les Oui, X c'est mine. vrai. Oui, je sais. Oui. Bah ouais. On leur réexpliquera. D'accord. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant dans Polytechnique, par exemple, je crois qu'il y a aussi, qu'il y a aussi le NS de mémoire. Là, certains élèves peuvent avoir ce qu'on appelle un statut de fonctionnaire. C'est-à-dire que pendant que vous êtes étudiant dans ces écoles, vous percevez aussi un salaire. Alors, il y a des conditions, mais ça veut dire que voilà, ça veut dire que vous pouvez, en fait, dès votre bac+3, être dans ce type d'école et percevoir vraiment un salaire. Donc voilà. Et Polytechnique, il y a un système de remboursement des études, donc en fait, les élèves font leurs études et ensuite doivent travailler à une époque, je crois que c'était 10 ans, ensuite dans la fonction publique pour en fait, entre guillemets, rembourser leurs études. Et c'est en effet, comme tu disais, c'est un peu le même principe que l'ENS, hein. C'est très lié à la fonction publique. Il n'y a pas de question sur la partie, en fait. Donc là, on vient de vous présenter la manière un peu classique, celle un peu que tout le monde connaît, sur comment intégrer des écoles d'ingé. Donc, Gwendoline vous a bien expliqué que c'était 2 ans qui sont en cycle préparatoire, plus 3 ans, en fait, en cycle d'ingénieur. Et c'est pour ça qu'au final, l'ingénieur a, en fait, un niveau bac plus 5. Donc, 2 ans plus 3 ans. Donc ça, c'est un peu la voie hyper classique. Celle, voilà, si vous cherchez comment devenir ingénieur, c'est l'info que vous allez avoir. Seulement, il y a d'autres manières, en fait, d'y accéder. Et puis, c'est sur celle-ci, nous, qu'on veut vous expliquer, c'est que ce qui est intéressant, que ce soit dans les études d'ingénieur ou dans absolument toutes les études, il y a toujours, en fait, la voie classique, celle que vous allez retrouver sur Internet. Et puis, eh bien, il y a celle que vous allez pas forcément connaître parce que ce sera des expériences de personnes qui justement auront navigué, qui parfois auront l'impression de s'être perdues dans le système et finalement s'être retrouvées, qui vont pouvoir vous expliquer. Souvent, je dis, voilà, il y a la grande voie où on peut rentrer par la grande porte et si on y est, c'est super. Mais en réalité, il y a des fois des petites fenêtres, d'accord? Ben, l'idée, c'est de savoir par quelle fenêtre rentrer pour arriver finalement au même point, quoi. Donc, en effet, donc, comme je le disais, c'est bien Amina, on a le parcours d'abord classique. Donc, on passe un bac. Alors, aujourd'hui, oui, c'est vrai que maintenant, il y a des options. Moi, c'est vrai qu'à une époque, et toi aussi, je pense à ton époque, Amina, on n'a pas connu les options. C'était le fameux bac scientifique. Mais aujourd'hui, donc, vous allez plutôt passer un bac option mathématiques, physique, chimie. Ensuite, vous allez faire 2 ans de classe préparatoire, donc soit en prépa intégrée, soit en prépa classique. Et ensuite, vous terminerez par 3 ans de cycle ingénieur. À la fin de ces 5 ans, il est aussi possible d'emprunter différents chemins. Soit vous allez travailler directement, soit vous pouvez passer un double diplôme, passer un doctorat, ou encore aller faire un double cursus dans une école de commerce. Enfin, c'est très, très large. Mais en dehors, donc ça, c'est le parcours vraiment très classique. Mais donc, vous allez voir qu'en réalité, il y a plein de portes, il y a plein de passerelles possibles. Et je pense que quand, avec Amina, on vous parlera de nos parcours à chacune, vous allez voir, c'est déjà très différent. Et comme je dis, il y a autant d'ingénieurs que de parcours. Donc, pour ce qui va être des écoles publiques, on va commencer par les classes préparatoires, hein, classiques. Donc, MPSI, c'était à l'époque ce qu'on appelait Maths P.
PCSI, c'est orienté physique, et PTSI, si je dis pas de bêtises, c'est les techniques de l'ingénieur. Ensuite, en deuxième année, donc à la fin de la deuxième année, vous allez réaliser des concours, donc vous allez faire plusieurs concours. Tout ce qui va être aussi les écoles privées, attention, sont ouvertes aux concours, hein, donc ce qui veut dire que vous pouvez avoir des concours aussi bien dans les écoles publiques, type Polytechnique, Centrale Supélec, les mines, l'UTC, etc. Mais vous allez aussi avoir les concours au niveau des écoles privées. Donc il y a plusieurs groupes et donc plusieurs concours. Et ensuite, en fonction de votre classement, vous allez être admissible ou pas dans cette liste d'écoles où vous aurez passé les concours. Ensuite, vous allez avoir donc l'école d'ingénieur qui va durer 3 ans. Mais il faut savoir que quand même, la prépa peut se redoubler entre guillemets une fois. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats au bout de la deuxième année, à la fin de la deuxième année, vous pouvez refaire une troisième année de classe préparatoire de manière à faire mieux l'année d'après et avoir l'école que vous souhaitez. Et il faut savoir que quand même le nombre de classes est quand même souvent plus important que le nombre d'inscrits. Et donc, c'est quand même rare à la fin, enfin, je veux dire, même si, entre guillemets, vous êtes un peu loupé au concours, de n'avoir aucune école après les concours. Et donc après, c'est vraiment, si vous retentez, c'est vraiment parce qu'il y a une école que vous voulez absolument avoir, et donc vous allez tout faire pour l'avoir, et donc vous allez redoubler cette troisième année. Mais sinon, en principe, à la fin des concours de deuxième année, tout le monde a quand même une école. Alors après, c'est pas forcément l'école rêvée, hein, mais en tout cas, c'est Voilà, super c'est ça. intéressant de savoir que, et attention, ça veut pas dire que les 2 ans de prépa ne vont pas être difficiles, mais au final, c'est quand même intéressant de savoir que voilà, ce sera pas 2 ans que vous allez perdre. D'autant plus que souvent, quand on est inscrit dans une prépa, c'est pas souvent, c'est même obligatoire. Quand on est inscrit en prépa, on est obligatoirement aussi inscrit en fait dans une fac. C'est obligé dans une fac avec un cursus scientifique. Donc, ça veut dire que quand un élève a fait, par exemple, juste une année de prépa, eh ben, il peut partir dans cette fac scientifique sans recommencer à zéro. C'est-à-dire qu'il intègre la fac, par exemple, déjà en ayant validé sa première année. C'est pareil ici, s'il a fait ses 2 ans de prépa, imaginons, il a fait 2 ans de prépa, il a quand même validé 2 ans, eh bien, du coup, il va pas recommencer à zéro s'il part à la fac, il pourra recommencer directement en troisième année de licence. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que dans quasiment toutes les autres voies, ben, à un moment donné, si on se loupe sur 1 ou 2 ans et qu'on veut se réorienter, ben, on recommence à zéro. Là, ça fonctionne pas pareil, en tout cas pour les classes prépa. Donc, c'est vraiment, je trouve, enfin, c'est super dur, mais c'est pas un temps perdu, en tout cas. Oui, et puis surtout que, en fait, au bout de ces 2 ans, c'est vrai, vous n'allez pas avoir de diplôme techniquement, vous n'êtes pas bac+2, mais comme le dit Amina, il y a vraiment ces histoires de passerelles, donc vous pouvez vraiment vous réorienter sans devoir tout recommencer. Parce qu'il y a quand même encore aujourd'hui une certaine admiration, si je puis dire, des classes préparatoires, du fait que c'est techniquement quand même très difficile. Et il y a quand même quelque chose dont j'aimerais parler parce que souvent vous allez entendre beaucoup de personnes, et moi ça me l'a énormément fait quand j'ai entamé mes études pour devenir ingénieur, c'est que beaucoup de personnes vous diront oh là là, la classe prépa c'est très difficile, pour y arriver c'est super compliqué. Alors oui, c'est dur, mais que si on est motivé et qu'on sait ce qu'on veut, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Tout le monde se plante au début de classe prépa, au début tout le monde a des mauvaises notes et c'est normal, vous ne serez vraiment pas les seuls, mais il y a des professeurs qui sont là pour vous encadrer parce qu'aussi, contrairement à la fac, vous êtes vraiment comme au lycée, donc vous êtes très encadrés. Les absences sont comptabilisées, donc vous avez vraiment des professeurs qui vont être là. Et si vous n'êtes pas là, qui vont se poser des questions, contrairement à la fac, où on vous laisse un peu plus vous débrouiller, la classe prépa, on vous apprend une méthode de travail et c'est très important. Les professeurs vous encadrent, ils vous apprennent à travailler, ils vous apprennent à apprendre quelque part. D'ailleurs, souvent, quand on compare les études de médecine, par exemple, de la classe préparatoire, on dit souvent que une personne en classe préparatoire, vous lui demandez d'apprendre un bottin téléphonique, il va demander pourquoi je dois l'apprendre, alors qu'une personne en médecine va demander pour quand. Alors, c'est pas pour critiquer les personnes qui sont en médecine, mais c'est juste qu'ils vont, c'est vrai, les concours de médecine, ils doivent apprendre énormément de choses en très peu de temps, c'est beaucoup de par cœur. En classe préparatoire, on vous apprend à réfléchir. Donc, plus de par cœur, plus de calculatrice si vous faites des mathématiques, on vous apprend à raisonner.
Et ça, c'est un processus qui est long et qui est très, très important et qui aujourd'hui n'est pas forcément naturel dans le système scolaire français, au lycée, au collège. On vous apprend pas toujours cette manière de faire. Donc, du coup, des fois, c'est vrai, quand on arrive en prépa, il y a un gros décalage. Mais si on est motivé, qu'on s'accroche, il n'y a aucune raison de pas y arriver. Donc ça, je veux vraiment insister dessus parce que des fois, ça fait peur. Et certaines personnes ne veulent pas se lancer parce qu'ils entendent tout le monde. Des fois, des personnes même qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais fait de classe prépa, vont leur dire oh là là, c'est beaucoup trop difficile. Donc voilà, donc je voulais juste insister là-dessus parce que sinon, il y en a des fois qui loupent peut-être ce cursus alors que c'est vraiment dommage parce que vous avez vraiment aussi la classe prépa apprend beaucoup. C'est vraiment aussi un peu une école de la vie et je trouve que vraiment c'est quand même une très bonne école. Après donc c'est pareil comme on disait, il y a aussi des classes préparatoires intégrées. Alors attention parce que ça aussi des fois je l'ai entendu, on pense que vu que c'est des classes préparatoires intégrées, derrière il n'y a pas de problème. Vous êtes sûr d'avoir votre place dans les 3 années qui suivent et donc c'est beaucoup moins difficile. C'est pas du tout vrai. Une classe préparatoire intégrée, ça va être, et surtout aujourd'hui, vous avez à peu près le même niveau qu'une classe préparatoire classique, et vu qu'à la fin d'une classe préparatoire intégrée, vous pouvez aussi passer les concours, ça n'empêche pas. Et vous êtes également évalué. Enfin, on va pas vous faire passer de votre 2e année de classe prépa à vos 3 années d'école d'ingénieur si vous n'avez pas le niveau. Donc, il faut pas se dire que c'est dans la poche quand on fait une classe préparatoire intégrée. Non, c'est faux. Vous êtes encadré de la même manière et ça fonctionne de la même manière. C'est juste que vous avez du coup la possibilité de faire votre cursus de la première à la dernière année, donc les 5 ans dans la même école. Et disons, on va dire, vous allez avoir des cours supplémentaires qui seront un petit peu plus orientés dans les classes prépa intégrées. Ou par exemple, si vous êtes dans une école qui est plutôt à dominante informatique, vous allez avoir dès la première et la 2e année des cours d'informatique, de codage, de langage C, etc. Chose que vous allez moins trouver dans une classe prépa classique qui est beaucoup plus généraliste. Et donc ensuite, une fois que vous avez passé ces 2 années-là, vous vous spécialisez, vous choisissez votre filière à peu près à partir de la 2e année, et donc vous faites votre cursus d'ingénieur au sein de la même école. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément une obligation et on y reviendra. Je vous parlerai moi de mon parcours où en fait j'ai fait plusieurs écoles d'ingénieurs à prépa intégrée. J'ai fait 3 écoles d'ingénieurs différentes au total. Donc c'est pour vous dire, on peut faire plein de choses. Et donc ensuite, vous avez la possibilité d'intégrer une école d'ingénieur par d'autres voies. C'est-à-dire que par exemple, une fois que vous avez fait un DUT, une licence, même un Master 1, il est tout à fait possible de revenir dans une école d'ingénieur. Par exemple, vous avez des personnes qui font des licences, donc qui leur donnent Bac+3 en université, avec des dominantes, par exemple, technique de l'ingénieur, maths ou physique, enfin voilà, c'est très large, et qui vont ensuite postuler en école d'ingénieur. Alors, ce qui va se passer, ça va dépendre des écoles d'ingénieurs, mais en principe, moi, ce que j'ai beaucoup vu, c'est que les personnes qui ont Bac+3, donc qui sortent de licence et qui rentrent en cycle ingénieur, en principe, vont quand même rentrer en première année de cycle ingénieur. Ça veut pas dire qu'ils perdent une année, non. C'est juste que les écoles d'ingénieurs le font parce que le premier cycle est quand même très important. La première année est importante parce que c'est aussi l'année où vous pouvez faire où vous pouvez un peu tester les différentes filières et choisir votre spécialisation. Donc, c'est pas que vous perdez une année, non, c'est juste que, en principe, le cycle d'ingénieur, de toute façon, il faut savoir qu'un cycle d'ingénieur, pour avoir un titre d'ingénieur, c'est minimum 2 ans. Vous ne pouvez pas rentrer en dernière année de cycle d'ingénieur dans une école d'ingé, faire que la 5e année et dire vous êtes ingénieur, ça n'existe pas aujourd'hui, c'est minimum 2 ans. Et donc, il faut après se renseigner auprès de chaque école, donc pour connaître les différentes voies d'accès, parce que comme le disait Amina, c'est très très large. C'est un peu des fois comme une énorme toile d'araignée. Il y a plein de chemins. Les écoles, les différentes écoles d'ingénieurs sont déjà interconnectées des fois entre elles avec certaines passerelles, hein, et des fois même des écoles privées publiques qui ont des passerelles entre elles, mais aussi les universités, les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Donc, c'est vraiment très très large. Vous avez vraiment plein de possibilités. Et puis, c'est du coup des questions qu'il faut vous poser vraiment très, très tôt. Mais vraiment très tôt. C'est-à-dire que bon, là, on a des collégiens, on a des lycéens avec nous. Ce qu'il faut voir, c'est que vous savez maintenant, avec ce nouveau bac et ces histoires, en fait, de spécialité,
c'est important de vous poser la question très tôt. C'est-à-dire que, imaginons, je dis n'importe quoi, vous êtes intéressé par le biomédical. Et finalement, vous voulez être ingénieur en biomédical. Donc là, voilà, si vous me demandez les écoles en biomédical, moi, je peux pas vous sortir de nom. Mais du coup, vous êtes obligé donc d'aller un peu faire vos recherches. Donc, il y a Internet, il y a les différents forums, type l'étudiant et compagnie. Il faut aller très tôt aussi à ces forums. N'attendez pas d'être en terminale pour aller voir ce forum. Pour moi, ça se fait en amont. Et renseignez-vous sur les différentes écoles. Une fois que vous avez identifié ce type d'école, regardez quelles sont les voies d'accès. Parce qu'il y en a effectivement, il va y avoir un concours. Donc, ce sont par exemple, pour les écoles post-bac, on va devoir passer un concours après le bac, enfin, pendant le bac. Souvent, c'est en terminale au mois de mai. Mais dans ces concours, du coup, il va y avoir des épreuves. Donc, imaginons, vous avez pris des spécialités. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez pris SVT et physique, alors que dans ce concours, eh ben, il va y avoir des maths. Bah, forcément, d'emblée, vous serez disqualifié parce que vous n'avez pas pris spécialité mathématiques. D'accord? Donc, ça veut dire que, et c'est pour ça que l'orientation, elle se joue pas au moment où vous passez votre bac. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à identifier des écoles, des choses qui vous intéressent et savoir, en fait, comment y intégrer. Et ça, ces questions, pour moi, elles se posent, en fait, dès le plus jeune âge, mais il faut déjà avoir une grosse idée, pour moi, en fin de collège, début seconde maximum. OK? Alors, nous avons, Tom Sawyer qui lève la main. Tom Sawyer, on t'écoute. Et si on veut devenir pilote de chasse, on peut être ingénieur? Oui, oui, oui. Tu peux être. Alors, je n'ai pas en tête exactement le parcours exact, mais oui, c'est quelque chose qui se fait. C'est que même en principe, de toute façon, les pilotes de chasse doivent passer par des écoles qui sont de toute façon. Enfin, on a des pilotes de chasse qui d'abord sont ingénieurs. En fait, en principe, c'est des personnes qui vont faire donc pareil, donc 2 ans de classe préparatoire, donc en principe maths, physique, et ensuite vont passer des concours spécifiques pour entrer dans des écoles avec donc des écoles d'ingénieurs à dominance aéronautique, et donc qui vont permettre de passer après le brevet de pilotage, etc. Sachant que moi j'avais un camarade en école d'ingénieur qui par exemple voulait être pilote de chasse à la base, et du coup qui n'avait pas pu parce qu'en fait avant de rentrer dans ces écoles, vous avez non seulement un concours pour les connaissances techniques, mais vous avez aussi un passage au niveau, un examen au niveau de la santé. Et lui, par exemple, ils avaient décelé un petit quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, il a été recalé parce que si vous avez le moindre problème de vue, le moindre problème de santé, même le plus petit soit-il, du coup, vous êtes recalé parce que pilote de chasse, il faut avoir une santé de fer. Donc oui, oui, c'est tout à fait, c'est des métiers qui sont quand même très reliés aussi au métier d'ingénieur. Là, sont des tomes. Je voulais savoir, du coup, concernant la voie que vous conseillez plus, c'est en faire classe prépa classique et après passer sur un concours, aller dans une école d'ingénieur, ou le meilleur, ce serait d'abord, comme par exemple un concours GP Polytech, et après directement entrer dans les écoles dites Polytechnique de Marseille, etc. Ou... Alors, moi, j'ai une réponse. Gwendoline, t'en as peut-être une autre. Moi, en toute honnêteté, si tu penses avoir... Parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, la prépa normale, ok, c'est difficile en termes de niveau, mais c'est autant un exercice qui va être difficile sur le contenu, mais aussi sur l'état d'esprit. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte, après mes 2 ans de prépa, que ceux qui réussissaient le mieux, c'était pas forcément ceux qui, sur le papier, étaient les meilleurs. C'était finalement ceux qui, sur la durée, ont été capables on va dire, d'encaisser, de travailler régulièrement. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, dans ces cas-là, moi, je pense que entre guillemets, le mieux, quand tu as évalué un peu toutes les options, ça reste de passer par une prépa classique dans un lycée. Sachant que toutes les prépas, en fait, ont pas, entre guillemets, pas le même niveau. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux aussi trouver en prépa dans un lycée une prépa, en fait, qui va coller un peu plus et à ton niveau et aussi
à la pression qu'il pourrait y avoir. Par exemple, si j'ai n'importe quoi, si tu as quelqu'un qui est entre guillemets un peu fragile, peut-être que je ne conseillerais pas d'aller prendre une prépa Henri IV ou Louis le Grand, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce travail de sélectionner, entre guillemets, une prépa qui va te correspondre. Mais ce qui est bien, en fait, après ces 2 ans prépa, donc déjà, c'est des prépas qui sont donc dans des lycées, c'est complètement gratuit. Donc, je veux dire, quand on prend ça, c'est quand même intéressant. Mais surtout, après tes 2 ans de prépa, tu peux passer, donc c'est-à-dire que tu peux passer absolument tous les concours pour toutes les écoles, dont celles, en fait, que tu vas avoir dans les concours GPA et Advance et compagnie. Et donc, par exemple, si j'ai n'importe quoi, moi, quand j'étais en terminale, je voulais faire de la chimie. Je pensais que c'était ça mon kiff. Et en fait, j'avais le choix entre intégrer une école en prépa intégrée dans la chimie ou alors aller en prépa classique. Et en fait, j'ai été en prépa classique et pour mon cas, je me suis rendu compte très rapidement que finalement, je détestais la chimie. Tu vois? Et donc, du coup, ça m'a permis, en fait, de garder un peu plus de temps, tu vois, pour identifier finalement quelles allaient être les écoles qui m'intéresseraient, enfin voilà, pour ce point-là. Après, ce qui est aussi intéressant dans les écoles en prépa intégrée, après Gwendoline, tu me diras, c'est que mine de rien, j'ai quand même le sentiment que la pression qu'il pourrait y avoir dans les prépas sont peut-être un peu moindres que si tu es dans une prépa classique, tu vois, où finalement, enfin, c'est un peu, entre guillemets, la loi du plus fort, quoi, tu vois. Donc, je vais laisser Ouais. Gwendoline donner son avis. Oui, moi enfin comme tu dis, la différence pour moi principalement entre ces 2 types de prépa, c'est pas tellement le niveau, mais ça va être vraiment l'esprit. Une prépa classique, surtout les grandes prépas classiques, donc Versailles, Sainte-Ginette, Ouais. Louis le Grand, Henri IV, il y a énormément de compétition. Puisqu'en plus, ça tombe avec des personnes qui sortent déjà de lycées, de grands lycées parisiens. Il y a énormément de compétition et donc, ça va pas forcément, en effet, forcément tout le temps être le meilleur qui va réussir, mais ça va être celui qui va avoir le mental le plus fort, qui va réussir à tenir sur la longueur. En prépa intégrée, vous avez moins cette notion de compétition parce que quelque part, bon, il y en a certains qui de toute façon sont là et qui savent vont faire leurs 5 ans dans cette école-là. Et les autres qui veulent tenter autre chose, ben, libre à eux de tenter autre chose. Donc, il y a un peu moins de compétition, c'est vrai. Et moi, j'ai tendance à dire, pour moi, il n'y a pas de meilleure solution. C'est chacun fait comme il le sent. Chacun fait en fonction de comment il est. Pour certaines personnes, la prépa classique, ça conviendra jamais. Alors que pour d'autres, c'est une révélation. Idem pour les classes prépa intégrées, idem pour l'université. Il y a des gens qui s'épanouissent en prépa très bien et qui par contre auraient plus de mal en université parce que il faut un peu plus se débrouiller seuls et ils ont besoin d'être encadrés. À l'inverse, certaines personnes vont beaucoup mieux réussir en université qu'en classe préparatoire parce que justement ils sont plus libres de travailler comme ils ont envie. Donc c'est vraiment en fonction de chacun. Je sais pas ce que t'en penses, Amina, mais moi ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'on leur parle de nos parcours. Comme ça va peut-être permettre en plus de raccrocher un peu les wagons pour un peu expliquer. Parce que aussi, il faut bien dire une chose, c'est que c'est pas parce que, par exemple, vous rentrez pas dans une grande école d'ingénieurs tout de suite après 2 ans de prépa que vous pouvez pas quand même y rentrer un jour. Typiquement, les écoles comme Centrale, Polytechnique, etc. aujourd'hui offrent de nombreuses passerelles. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai passé donc à l'époque ce qu'on appelle un bac scientifique. Et je suis rentrée, donc j'ai passé les concours pour rentrer dans l'école d'ingénieur, le SME Sudria, en prépa intégrée. Donc j'ai fait partie des grands classés, du coup j'ai passé juste des oraux. Désolée, Eh ben, je ne c'est sais pas ce parfait. qui s'est passé. Ça a coupé. Bon, Eh ben, c'est top. je Vas-y, suis je te laisse contente. reprendre. Ouais, donc du coup, je sais plus trop où je m'étais arrêtée, mais dans l'idée. Donc j'ai fait mes 2 ans. À la fin, je me suis dit bon, voilà, j'ai pas envie de continuer à l'ESME. Donc j'ai passé un petit concours pour rentrer dans une autre école, mais où j'ai même pas passé d'écrit, j'ai passé que des oraux pour rentrer à l'école supérieure d'ingénieur Léonard de Vinci, qui offrait beaucoup plus de possibilités. Euh, En 3e année, donc première année de cycle ingénieur, je me suis un peu égarée parce que j'ai voulu découvrir ce que c'était le métier d'ingénieur finance. Et donc, j'ai testé des matières reliées donc à la finance, donc c'est très mathématique en réalité. Et bon, finalement, j'ai testé, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment pas, et que moi, mon truc, c'était la mécanique. Moi, j'aimais la physique.
Donc, du coup, ensuite, je me suis spécialisée. Et donc, ma deuxième année en école d'ingénieur, je l'ai faite dans une spécialité qui s'appelait mécanique numérique et modélisation. Et donc, du coup, j'ai fait pendant cette quatrième année ce qui s'appelait un parcours recherche. C'est-à-dire que pendant un an, j'ai dû effectuer un projet toute seule. Et en fait, ce parcours avait pour but de faire découvrir un peu le métier de la recherche si on voulait passer un doctorat par la suite. Donc, j'ai fait ma quatrième année. À la fin de cette quatrième année, je suis arrivée majeure de ma promotion. Donc, première, en fait, parmi les élèves de cette majeure. Et du coup, j'ai tenté de rentrer à Centrale Supélec pour faire ma dernière année en mécanique, aéronautique et espace. Donc, c'était la première année que mon école, en fait, ouvrait une passerelle avec Centrale et proposait donc d'aller faire un an avec les ingénieurs centraliens dans cette spécialisation. Et donc, du coup, j'ai été acceptée à la fin donc de l'évaluation de mon dossier et puis donc d'un petit concours que j'ai passé. Et donc, j'ai fait toute ma dernière année d'ingénierie, en fait, à Centrale Supélec, au sein de la formation ingénieur central. Donc, au final, quand on regarde, au bout de mes 5 ans d'études, j'ai fait 3 écoles d'ingénieurs différentes et qui m'ont menée, finalement, j'ai quand même fini dans une des plus grandes écoles d'ingénieurs françaises sans forcément faire une prépa classique. Donc, c'est pour ça, c'est très important et j'insiste vraiment, il y a vraiment énormément de parcours différents. Et derrière aussi, enfin, il faut bien se dire une chose, c'est que quand vous allez rentrer dans le monde du travail, sur le coup, oui, les écoles vont compter, mais plus vous allez évoluer dans le monde du travail et moins on va vous demander aussi de quelle école vous sortez. Après, ce qui va être très important, c'est l'expérience. Et du coup, par exemple, moi, j'ai eu le cas parce que quand je suis rentrée à Centrale en dernière année, beaucoup des élèves n'avaient jamais fait de stage parce que Centrale est très orientée technique, recherche, et donc s'ils veulent faire des stages, ils doivent faire une année de césure. Donc, ils s'arrêtent pendant un an, ils font deux stages de 6 mois et ensuite, ils reprennent leurs études. Mais moi, dans mon cas, j'avais été donc à l'ESILV et à l'ESME Sudria et donc j'avais déjà cumulé à la fin de ma 5e année pratiquement un an de stage que j'avais fait dans le cadre de mes études sans m'arrêter. Et ça, quand vous cherchez un stage de fin d'année ou quand vous cherchez un travail après, c'est très important. Il faut pas tout centrer sur la technique et sur l'école que vous faites, mais aussi sur l'expérience professionnelle. Les entreprises, elles regardent énormément et aussi sur les projets que vous allez faire dans le cadre de vos études. Tout ce que vous faites à côté peut être valorisé, même quand vous faites du sport, ça peut être valorisé. Donc, il faut vraiment, c'est vraiment un tout. Et rentrer dans le monde du travail, ça ne se résume pas à juste faire une bonne école d'ingénieur. C'est vraiment un tout. Voilà, pour mon parcours. Amina, je sais pas si tu as eu le temps de présenter le tien pendant que ça avait coupé de mon côté ou... Ouais, je vais le faire vite fait du coup. Donc, vous voyez, Gwendoline, elle a intégré, donc elle est sortie ingénieure, sachant que Centrale Supélec, elle fait vraiment partie, c'est-à-dire qu'il y a entre guillemets une sorte de hiérarchie dans les écoles d'ingé. Et effectivement, Centrale Supélec, dont Nicolas aussi est ressortissant, fait partie des belles écoles. Ensuite, bon, moi, mon parcours, il est un peu différent aussi. C'est que, bon, moi, j'ai fait un bac S normal. Moi, j'ai fait les 2 ans de prépa dans un lycée. J'ai fait les 2 ans de prépa. J'ai passé les semaines de concours. Donc, comme j'ai passé presque tous les concours, j'ai passé 4 semaines de concours. Et ensuite, après les concours, j'ai eu des écoles. Parce que c'est quasiment, comme on vous a dit, c'est quasiment impossible de ne pas avoir d'école. Sauf que moi, j'ai pas voulu prendre l'option de prendre une de ces écoles tout de suite. Donc, du coup, et je me voyais pas faire une 3e année je me voyais pas faire une 3e année de prépa. J'en avais déjà fait 2. Pour moi, j'avais tout donné. Donc, ce que j'ai fait après mes 2 ans de prépa, pour vous dire, c'est que j'ai fait un passage à l'université. Donc, je suis partie, donc, j'ai été à Orsay. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle le magistère de physique fondamentale. C'est en fait une des filières, en fait, en physique qui est l'une des plus prestigieuses, en fait, en France. C'est-à-dire que finalement, en faisant
le magistère de physique, il y en a deux en France. Il y a celui donc à Orsay et il y en a un autre donc qui est Pierre-Marie Curie aussi à Paris. Sachant que voilà, je sais pas si vous êtes tous de région parisienne, mais moi à la base je suis pas du tout de région parisienne, hein. Je viens du Nord. J'ai fait ma prépa dans le Nord et puis j'ai atterri en fait en région parisienne justement après mes 2 ans de prépa. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que du coup j'ai fait ma physique fondamentale. Et on pouvait à nouveau repasser les concours pour les écoles d'ingénieurs, soit en 3e année de licence, soit en 4e année, donc c'est-à-dire en master 1. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, en master 1, j'ai repassé les concours pour les écoles d'ingénieurs. Là, ça a été une très, très grosse surprise parce que cette info, je l'ai trouvée nulle part jusqu'à ce que je l'ai devant moi. C'est que si vous voulez, quand on est en prépa, donc une banque de concours, parce que les écoles sont rangées en fait par famille, une banque de concours, c'est à peu près une semaine de concours à composer quasiment tous les jours à raison de 8 heures par jour. Donc, c'est-à-dire que si on fait 4 banques, si on fait 5 banques de concours, eh ben, voilà, je vous laisse faire le calcul. Là, quand j'ai passé les concours en Master 1 pour toutes les écoles d'ingénieurs, c'était une journée pour toutes les écoles et c'était un QCM. Donc, bon, voilà, ça ne veut pas dire, attention, que c'était facile, hein, parce qu'il y a quand même une grosse partie de la sélection qui s'était faite sur le dossier et une autre partie, du coup, qui se fait sur ce concours. Mais je vous cache pas que quand j'ai vu, en fait, que ça se faisait sur une semaine sur un QCM, je me suis demandé pourquoi j'avais pas eu l'info un peu plus tôt, quoi. Et donc voilà, et donc après les concours, ben, c'est là où j'ai eu donc les arts et métiers, qui est aussi plutôt une bonne école. Et donc du coup, moi j'ai intégré les arts et métiers, vous savez, donc si on prend, j'ai fait 2 ans de prépa, j'ai fait 2 ans à la fac, donc ça fait déjà 4 ans. Et du coup, si j'avais fait 3 ans en cycle ingénieur, j'aurais fait bac+7. Sauf que comme j'avais déjà fait 4 années, en fait, j'ai intégré les arts et métiers directement enfin, ouais, j'avais plus que 2 ans à faire en école d'ingénieur pour avoir mon diplôme d'ingénieur. Voilà. Alors, je vais prendre la question d'Elma et ensuite Nico va vous raconter aussi son parcours. Elma, on t'écoute. Ça sert à quoi les concours? Ah, ça sert à quoi les concours? Bah, ça sert à avoir une école d'ingénieur. Ouais, les concours, c'est vraiment, tu dois les passer si tu veux rentrer en école d'ingénieur. De toute façon, que ça soit pour les prépas intégrés ou les prépas classiques, tu passes forcément à un moment donné un concours dans les études d'ingénieur. C'est-à-dire que, juste pour préciser, si tu fais une prépa classique, donc tu fais tes 2 ans, tu rentres avant dans un lycée, en principe, ça marche quand même par dossier, hein, pour rentrer dans une classe prépa. Après, tout dépend le type de classe prépa. On va quand même regarder ton dossier scolaire qui est très important. Et donc, du coup, tu vas à la fin de ces 2 ans de classe préparatoire passer les concours pour entrer en école d'ingénieur. Ensuite, il faut savoir que quand tu vas rentrer en classe prépa intégrée, avant de rentrer en classe prépa intégrée, tu passes aussi un concours. Par exemple, les CIV, le SME Sudria, etc. Quand tu es au lycée, donc à l'année de la terminale, tu vas passer un concours de manière à pouvoir intégrer la classe prépa intégrée. Ces concours, en principe, c'est d'abord le dossier, ensuite des oraux et ensuite des écrits. Après, des fois, il y a moi, je sais que par exemple, quand je suis rentrée à l'ESME, j'ai pas eu à passer les écrits parce que j'ai été classée directement au niveau des oraux. Donc, avec le dossier et les oraux, c'était suffisant. Mais de toute manière, dans tous les cas, tu finis toujours par passer des concours. Et quand après, en plus de ça, tu peux faire, par exemple, une passerelle avec une autre école d'ingénieur ou un double diplôme ou ce genre de choses, de toute manière, il y a toujours un concours à un moment donné qui soit à l'oral ou à l'écrit ou les deux. C'est quasiment impossible de ne pas faire ce type d'études sans passer de concours. Et en fait, un concours, il va servir à classer les élèves. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu vois, quand tu as une école, imaginons une école, il y a, je dis n'importe quoi, hein, il y a 5000 personnes qui ont postulé et du coup, elle a juste 300 places. Du coup, tu sélectionnes comment les 300 élèves alors qu'il y a eu 5000 élèves. Et donc, du coup, tu leur fais passer un examen et en fonction donc des résultats de ces examens,
donc c'est ce concours, hein, bah, tu as ton classement et tu dis, bon, bah voilà, tout ça, c'est les élèves qui ont réussi le concours, donc qui intègrent notre école. C'est vraiment un truc pour... Et c'est pour ça que c'est vraiment très différent, après même de l'esprit de ce que vous allez faire jusqu'au lycée. C'est-à-dire qu'au lycée, il suffit d'avoir une moyenne, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on peut se débrouiller, voilà, si au bac, il faut avoir 10, si au brevet, il faut avoir 10 pour avoir son brevet. L'objectif, c'est juste d'avoir la moyenne. Attention, hein, je suis pas dans un délire mention et tout ça, mais je veux dire, pour aller en fait au niveau supérieur, en général, il faut valider une certaine moyenne. Quand on arrive en fait dans des systèmes de concours qui sont valables pour les études d'ingénieur, mais par exemple médecine aussi, c'est que la question, c'est pas de savoir qui a eu la moyenne, donc qui peut passer. C'est qu'en fait, il va y avoir un classement et donc une sélection. Et cette sélection, elle se prend en fait sur les classements. Donc, ça veut dire que je dis n'importe quoi. Si dans un concours, il y a 20 places, si tu arrives 21e, bah, c'est mort. C'est ça. Même si par exemple, celui qui était 20e, il a eu 10, enfin, il a eu 10 et que toi, tu as eu 9,9, si t'es 21e, c'était mort. Alors, Elma, elle lève la main, mais on n'a pas eu sa réponse. Fatima Zara, on t'écoute. Je voudrais savoir si on passe par l'université, donc on fait 2 ans de licence, est-ce qu'il faut aussi passer les concours comme si on passait par la prépa? Alors, ça dépend de quelle licence. Ça veut dire que, par exemple, imagine, tu vas aller à Orsay, parce que c'est un système que je connais plutôt bien. À Orsay, donc, en fait, tu vas pouvoir faire ta licence 1, ta licence 2 et ta licence 3 quand tu es en fin de licence 3. Mais ça, c'est valable pour Orsay, Pierre et Marie Curie. Pour les autres, je ne peux pas m'aventurer. Quand tu arrives, en fait, en licence 3, par exemple, de physique fondamentale, le concours, c'est celui que je t'ai dit, c'est celui qui se fait sur un QCM et sur dossier. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une partie qui se fait, tu as une première sélection qui se fait sur ton dossier. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu aies un super dossier. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, pour le coup, tu n'as pas le choix, il faut que tu aies des super notes. Et puis c'est le concours fameux QCM. Et après, tu peux retenter ce concours quand tu es en Master 1. Avec les mêmes modalités. Ce qui est aussi intéressant, c'est que pour celui qui passe par cette voie parallèle, par exemple, Polytechnique, prend des élèves qui ont fait, par exemple, un cursus qui est 100% universitaire. C'est-à-dire, par contre, si tu as fait 2 ans de prépa et une année en université, tu n'es plus éligible, par exemple, pour l'X. Là, c'est possible. Super important aussi, en fait, j'avais une copine qui avait fait ça. Il y avait une copine qui avait fait ça, c'est que dans certaines universités, tu vas avoir aussi une équivalent un peu des prépas, sans que ce soit en fait la prépa. Donc par exemple à Orsay, ils en ont une aussi, j'ai plus son nom en tête. Donc en fait, c'est un truc qui ne porte pas le nom de prépa, mais qui va en fait pouvoir d'une certaine manière te préparer pour les concours aux écoles d'ingénieurs sans avoir en fait forcément ni l'étiquette prépa ni avoir cette pression en fait qu'il pourrait y avoir parfois dans les écoles dans les prépas, sauf que ça peut te préparer assez bien aux écoles d'ingénieurs. Et encore une fois, excuse-moi, désolée, ça va dépendre aussi de l'école d'ingénieur que tu veux intégrer. Par exemple, moi dans l'école où j'étais, les CILB, les personnes qui avaient fait une licence pouvaient intégrer les CILB donc sur dossier et après avoir passé des oraux. Donc vraiment, après, ça dépend de l'école que tu vises. Carrément. Carrément. Ça se trouve que quand tu tapes le nom de ton école, tu vas avoir en fait un onglet. Dans toutes les écoles, tu as un onglet admission. Et en fait, dans cet onglet admission, tu vas avoir après le bac, s'ils ont une option après bac. Tu vas ensuite avoir après 2 ans de prépa. Tu vas avoir après DUT, licence 3 et compagnie. C'est-à-dire que tu vas avoir dans l'onglet admission de ton école le truc. On va écouter Tom Sauvé. Alors, je voulais savoir, vu que là, je suis en train de dire qu'il faut valider un niveau minimum en anglais. Et je voulais savoir, est-ce que c'est par rapport à un concours ou une évaluation, ou c'est pas par rapport à notre dossier ou... Alors, ouais. Donc ça, en fait, il faut savoir que, comme on disait tout à l'heure, ingénieur est un titre. Et donc, pour valider ce titre, il faut remplir certaines conditions. De une, tu dois valider l'ensemble de tes semestres. Donc, c'est-à-dire que tu dois passer avec la moyenne sur l'ensemble des semestres. Tu dois donc tous les valider. Ensuite, tu dois valider à minima
un certain nombre, c'est 6 mois, à l'étranger ou dans un double diplôme ou sur un parcours recherche, commerce, etc. Donc, tu as ces 6 mois-là à valider au cours de ton cursus, donc sur ces 3 ans, et tu as le fameux niveau en anglais. Et ce niveau en anglais, en fait, tu le passes pas vraiment à part. En fait, ça s'appelle le TOEIC ou le TOEFL. Et ce TOEIC ou ce TOEFL, c'est un examen donc qui est enfin, je veux dire, qui est vraiment international et c'est vraiment l'examen de référence pour évaluer un niveau d'anglais. Et donc, en fait, en fonction de l'école d'ingénieur d'où tu seras, il va falloir atteindre un certain score. Par exemple, dans mon école d'ingénieur, le score minimal à atteindre pour valider et avoir le titre d'ingénieur, c'était 790. Donc, en fait, en principe, c'est des niveaux, ce qu'on appelle B2 à minima. Et donc, du coup, l'école d'ingénieur va te proposer, quand tu vas être sur ton cursus, va te proposer de passer différents TOEIC. Tu passeras des TOEIC blancs aussi pour te préparer, mais va te proposer de passer les différents TOEIC jusqu'à temps que tu valides. À savoir que si, par exemple, au bout des 3 ans d'école d'ingénieur, tu n'as pas eu ton TOEIC, il te reste, il me semble, si mes souvenirs sont bons, 2 ans pour le passer et l'avoir. Si tu ne l'as pas dans ces 2 ans, tu ne valides pas le diplôme d'ingénieur. Donc, ce TOEIC, il est vraiment important. Il fait peur à beaucoup de monde. Enfin, moi, typiquement, qui est vraiment pas d'atome crochu avec les langues, c'est vrai que ça a été presque la partie qui m'a le plus effrayée. Mais au final, le TOEIC, c'est un peu comme le code de la route. Ça se travaille. Et plus on en fait, et plus le score augmente. Mais c'est en tout cas un examen qui est obligatoire pour valider le diplôme d'ingénieur. D'accord. Et je voulais savoir, parce que je suis encore en train de dire, tu fais aussi effectuer un semestre à l'étranger. Ce semestre-là, il est dirigé par nous. On doit prendre l'initiative d'aller voir à l'étranger d'autres écoles ou c'est directement l'école qui... Ouais, il y a plusieurs possibilités. Alors, soit tu veux faire ton truc un peu, entre guillemets, de ton côté, et dans ce cas-là, tu peux, par exemple, faire un stage à l'étranger. Tu fais ton stage à l'étranger, ça compte comme un semestre à l'étranger. Ou sinon, de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'en principe, au niveau de la 3e, 4e année, qui correspond à la première, 2e année d'études du cycle ingénieur, en fait, les écoles vont souvent faire passer des TOEIC blancs ou des TOEIC, vont regarder le score que tu as et vont t'orienter vers des universités ou des écoles à l'étranger dans différents pays d'Europe ou du monde. Après, ce qui va dépendre, en fait, de là où tu vas vouloir aller, ça va être aussi beaucoup des questions économiques parce que c'est de l'Erasmus, oui, mais le séjour à l'étranger, faut le financer et souvent, c'est pas toujours donné en fonction des pays où on décide d'aller. Mais l'école est vraiment là pour t'orienter. Et ensuite, si le semestre à l'étranger, c'est pas quelque chose qui te tente tellement, et moi, ça a été mon cas, par exemple, tu as aussi la possibilité, quand tu fais un double diplôme ou quand tu fais un parcours parallèle, comme par exemple 1 an de parcours recherche ou 1 an de parcours dans une filière commerce, vont te permettre aussi de valider ce semestre. Donc, en fait, le semestre à l'étranger, il peut prendre différentes formes, soit par un stage, soit en effet un échange universitaire, ou soit un parcours type double diplôme ou parcours recherche. D'accord. Alors, mais on est sûr que c'est un semestre à l'étranger qui est obligatoire? Parce que moi, en fait, Si tu alors fais le après, bac j'ai réussi classique, à le ouais. valider différemment. C'est-à-dire que bon, moi, j'ai réussi à le valider différemment. C'est que en 4e année en école d'ingé, alors après, voilà, faut creuser, hein. On nous proposait justement de faire un stage. Et c'était un stage qui était relativement court. Ça pouvait être un stage justement en entreprise ou alors un stage à l'étranger qui permettrait en fait de valider Oui, ce mais fameux c'est une temps. dérogation, c'est pour ça. Oui, c'est D'accord, dans le ok. cadre du stage, tu peux le faire, je pense, sur une période plus courte. Et Tu après, peux, ça dépend des dérogations acceptées par chaque école aussi. ça Donc marche. ça, c'est Donc voilà, c'est-à-dire ouais. que si jamais il y a, ça c'est des choses que vous pouvez, c'est-à-dire que ne vous limitez pas en disant 6 mois à l'étranger, je pourrais jamais. C'est-à-dire qu'en général, hein, quand vous rentrez en école d'ingé, en toute honnêteté, en général, les écoles sont assez conciliantes. C'est-à-dire que l'objectif, une fois que vous êtes rentré dans le cycle ingénieur, leur objectif, c'est plus de vous mettre des bâtons dans les roues.
C'est vraiment, en fait, de vous accompagner pour que, enfin, ça va, vous avez fait vos ans de prépa, vous êtes arrivé en école d'ingé, il vous reste 3 ans. Les mecs, ils vont être peut-être très exigeants, tout ce qu'on veut, mais surtout, ils vont être là pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, ça veut dire que si jamais vous rencontrez des problèmes ou n'importe quoi, vous pouvez toujours trouver des solutions. Moi, j'avais une dérogation de cette manière, hein, et en fait, j'ai réussi à faire un stage. Je crois que c'était 4 semaines que j'ai fait à l'étranger. Et pour vous dire, bah, chacun a son expérience un peu différente. Et ce stage n'était pas obligatoire en ingénierie. Ça pouvait être en fait un truc un peu culturel. Ça pouvait être une étude mais ça devait être fait à l'étranger. Et moi, j'avais été en Espagne et j'avais fait une étude en fait sur le marché du bio. Ça m'intéressait, le bio. Et donc, du coup, j'avais été voir différents producteurs d'huile d'olive et compagnie. Et puis, en fait, c'est passé comme ça, quoi. Donc, c'est-à-dire, ne stressez pas trop sur ça. Et en général, je vous dis, hein, les écoles, une fois que vous êtes dedans, elles seront plus là pour vous accompagner que pour vous mettre des bâtons dans les roues. Exactement. Moi, par exemple, c'est pareil. Enfin, moi, je suis pas partie à l'étranger. J'ai pas fait du tout de semestre à l'étranger. J'ai validé cette étape-là en faisant un parcours recherche en 4e année et ensuite en faisant un double diplôme en dernière année. Et du coup, ça m'a validé l'équivalent d'un semestre à l'étranger. Donc, c'est vraiment très ouvert. Donc, en effet, faut pas trop s'inquiéter pour cette partie-là. Là où voilà, c'est vrai, le point des fois qui peut être un petit peu plus dur, ça va être plutôt au niveau du TOEIC. Et encore maintenant, avec le recul, je me dis que c'était pas si terrible parce que quand on le bosse bien, ça a fini par passer. Alors, Très bien. j'ai pas de question. Concernant la CTI, si jamais l'école que je veux aller, nanana, n'a pas cette commission, c'est très problématique. D'accord? Moi, je trouve que si l'école ne délivre pas, en fait, le titre d'ingénieur, C'est pas un type rigoureusement, d'ingénieur. t'es pas ingénieur. Et c'est là où il va falloir que vous soyez très, très vigilant. C'est-à-dire que mine de rien, on est dans un monde de business et compagnie. Et il y a des gens qui vont vous sortir des mots, bachelor, ingénieur et compagnie. Alors que non, c'est-à-dire que tant que votre école ne délivre pas le titre d'ingénieur, vous serez pas ingénieur. La CTI, c'est la commission des titres d'ingénieur, là, pour répondre à une question. Et ça, c'est Oui. quelque chose qui est mentionné. Enfin, vous pouvez le trouver très facilement sur Internet, hein. Vous tapez le nom de l'école CTI, vous allez tout de suite savoir si une école a la permission de délivrer un titre d'ingénieur ou pas. Sachant que aussi, là où il faut être assez prudent, c'est que les écoles doivent renouveler. Alors, je sais pas, je crois que c'est tous les 5 ans, quelque chose comme ça, doivent renouveler en fait leur accréditation, si je puis dire. Et donc, du coup, il est possible des fois d'avoir des écoles d'ingénieurs qui ont eu la possibilité de délivrer des titres et qui après n'arrivent pas à n'ont pas réussi à le renouveler et donc ne peuvent plus. Donc, il faut faire très attention et il faut bien se renseigner là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Si une école n'est pas membre de la CTI, à la fin, vous ne serez tout simplement pas ingénieur. Alors, iPhone 13, on a une main levée, c'était, je crois, la question de la CTI, c'est ça? Ouais, Oui, c'est oui, ça. c'est par rapport au CTI. Ok, ça marche. Moi, je Donc, prends on a le répondu à risque ta d'aller dans question. une question dans une école Euh, d'ingénieur sans CTI, hein. C'est risqué pour moi. Très, ok. très bien. Et du coup, aujourd'hui, il y avait un forum, je crois que c'est Studirama qui l'a organisé, Ouais. et terminal. Et du coup, j'ai demandé, j'ai fait le tour des écoles, etc. Je sais pas si vous connaissez l'EPITA. Oui, Oui, Est-ce qu'elle délivre le CTI ou pas? normalement, oui. Je pense, hein, oui, l'EPITA maintenant est théoriquement membre de la CTI. Mais toujours, il faut le confirmer, hein. Comme je dis, tu vas sur le site de l'école et tu le trouveras assez facilement. Mais Ouais, c'est bon. l'EPITA, théoriquement, oui. Est-ce qu'il faut être bon à l'école pour être ingénieur? C'est mieux. Bah, disons que après, ça dépend des performances que tu veux faire. Mais disons que c'est quand même mieux de bien travailler à l'école et même dès le collège-lycée, en principe, parce que bon, alors après, t'as des gens, moi, j'ai vu des gens faire ingénieur et qui se laissent un petit peu porter, hein, mais bon, si tu veux pousser un peu ton parcours et faire des choses un petit peu intéressantes, c'est quand même mieux de bien travailler. Mais après, être bon à l'école, c'est donné à tout le monde, hein. C'est ça. Il y a Non, tout le c'est monde qui exact. peut être bon à l'école.
honnêtement, il n'y a pas de, enfin, faut pas se focaliser sur, ah ouais, mais cette personne, elle a beaucoup plus de facilité que moi. Non, il n'y a pas, enfin, moi, vous savez, pendant mes études, des personnes soi-disant douées, j'en ai vu plein. Après, c'est pas qu'une question de comprendre plus vite que les autres. Non, c'est une question de travail, d'aimer ce qu'on fait, d'être épanoui dans ce qu'on fait. Du moment que vous travaillez et que vous donnez tout pour réaliser votre rêve, entre guillemets, vous y arriverez. Donc, au bout d'un moment, il y a aussi, enfin, il y a des personnes qui sont très intelligentes, mais qui, par exemple, se laissent un peu porter et des fois travaillent pas suffisamment et des fois donc, vont se louper au partiel. Et vous qui peut-être êtes entre guillemets un peu moins doué, et encore, j'aime pas du tout ce terme, juste à force de travail, vous allez être beaucoup mieux classé. Donc, il faut pas, voilà, pour moi, il faut pas se limiter. Si vous voulez faire ingénieur, ben, faut y aller et faut pas se limiter. C'est vraiment, pour moi, à la portée de n'importe qui s'en donne les moyens. Et oui, moi je trouve que ce que Gwendoline a dit est juste fondamental, vraiment. Et puis il faut pas oublier, hein, c'est-à-dire qu'on parle d'ingénieur, c'est quand même, vous savez, avec tout ce qui vous, quand on regarde aujourd'hui toutes les problématiques qui sont autour de nous et les problématiques qui vous attendront encore plus tard, finalement, être ingénieur, ça va quand même demander à un moment donné de se retrousser les manches et bosser. C'est-à-dire que voilà, il faut se creuser la tête, il faut, si c'est juste genre se dire je vais être dans un bureau les bras croisés et je vais gagner ma paie à la fin. Alors il y en a qui s'en sortent très bien peut-être comme ça, mais l'objectif final c'est pas ça. L'objectif final c'est essayer justement de contribuer à trouver des solutions à différentes problématiques. Donc au final les qualités qu'un ingénieur aura besoin plus tard, c'est des qualités qu'un élève, même si à la base il est peut-être pas exceptionnel encore à l'école, mais c'est des qualités qu'il aura de toute façon développées dans son cursus. C'est-à-dire que si vous êtes effectivement des petits qui sont curieux, vous avez envie de travailler, vous n'avez pas peur de travailler parfois pendant des heures, d'accord? Donc dans ces cas-là, forcément, à un moment donné, ça va vous permettre, vous, d'avoir peut-être des meilleures notes, mais aussi d'accéder à ce type de métier. Donc, il y a pas de secret. Il faut travailler. Il faut travailler. Même si ça paye pas aujourd'hui, ça paiera à un moment, mais il faut travailler. On a Maïsan qui a levé la main. Et je pense que ce sera la dernière question. Le métier d'être ingénieur, c'est dans un seul domaine ou plusieurs? Non, t'as plein de domaines différents. C'est très, très large, comme on disait au début, et comme aussi l'a dit Amina, c'est que le métier d'ingénieur, tu l'as déjà dans tous les secteurs possibles et inimaginables. Ça peut être dans le médical, ça peut être dans l'aéronautique, le spatial, la mécanique, l'informatique, la finance, les services, le commerce et j'en passe. Donc déjà, dans tous les secteurs, tu trouveras tes ingénieurs et aussi dans tous les domaines, que ça soit les mathématiques, la physique, l'informatique, la chimie, la biologie, je sais même plus, enfin tellement qu'il y en a parce que en fait aujourd'hui, tu as vraiment beaucoup de métiers d'ingénieurs différents. Donc en fait, peu importe entre guillemets la matière que tu vas aimer à l'école, tu auras forcément un métier d'ingénieur qui sera raccroché à un moment donné. Comme on dit, il en existe par exemple en biomédical, il en existe aussi, je sais pas, je vais te dire par exemple dans les métiers de la cosmétique, il en existe vraiment partout, même des fois des choses totalement insoupçonnées. Et plus aussi on avance, il y a aussi beaucoup de métiers d'ingénieur aujourd'hui qui se développent dans ce qu'on appelle les nouvelles énergies, donc les énergies renouvelables, éoliens, panneaux solaires, etc. La mode aussi beaucoup là en ce moment, comme je le disais au début, du big data, l'intelligence artificielle, tout ça. Donc c'est vraiment très large et très ouvert. Complètement. Dans la construction, c'est ce que vous aimez, c'est construire des ponts, des choses comme ça. Il y a des Oui, ingénieurs c'est plus dedans. classique dans le métier d'ingénieur, presque ça. Donc voilà. Alors bon, si on est OK, on va finir la conférence avec la petite question un peu finale que je pose à chaque fois à mes invités, Gwendoline. Du coup, si tu as un conseil à donner aux élèves, lequel serait-il? Ben, je pense que ça s'est un peu ressenti quand j'ai parlé au long de cette conférence, mais c'est vraiment suivez votre chemin, suivez vos rêves. Ne lâchez pas, n'écoutez pas tout ce que tout le monde peut vous dire autour. Allez-y, foncez et vous y arriverez. Bon, ben, magnifique. Magnifique. Bon, ben, à quel moment on choisit le domaine dans lequel on veut travailler?
Très tard. Alors ça dépend de toi. Moi, ça a été en sixième, mais c'est très tôt. Il y en a certains, ils le découvrent en terminale, d'autres, ils le découvrent même très tard. Voilà, ça dépend vraiment de toi. Et puis en plus, c'est pas fermé, c'est-à-dire qu'il y en a, ils peuvent faire une école d'ingénieur un peu généraliste, spécialisée en dernière année. Ouais. Il va commencer en étant ingénieur dans le BTP et puis ensuite il fera ingénieur dans les énergies. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi qui est intéressant. Être ingénieur, ça gagne bien. C'est vrai, on n'a pas posé cette question, Wendeline. Ah oui, ça c'est la question, la question qu'on pose tout le temps. Bon, t'inquiète pas, en étant ingénieur, si je peux dire, t'auras un toit sur la tête, t'auras de quoi manger, tu te débrouilleras bien dans la vie en principe. Donc oui, ça gagne plutôt bien normalement. Oui, oui, oui. Alors bon, faut toujours, enfin quand tu commences, hein, tu vas pas gagner 100 K par an, hein. Donc, mais voilà, mais en principe, c'est des métiers où on a besoin de monde, donc du coup, les payes sont pas mal valorisées quand même, et t'arrives à aussi gagner en salaire assez rapidement dans ce type de métier. C'est vrai. Donc voilà, un ingénieur généraliste, bon, en fait, si tu veux, tu as des écoles qui sont un peu spécialisées. Par exemple, tu as des écoles qui sont connues pour être des écoles d'informatique, tu as des écoles qui sont connues pour être vraiment des écoles d'aéronautique et tout ça. Et puis après, tu as des écoles qui sont un peu plus généralistes. Souvent, entre guillemets, tu te spécialises vraiment la dernière année, mais même en t'ayant spécialisé, tu continues d'être généraliste. T'es un généraliste, si tu veux. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que, voilà, imagine, tu es ingénieur en informatique, tu as eu ton truc, ton cursus informatique, donc du coup, voilà, quand tu es généraliste, tu peux, à l'issue de tes études, tu peux aller en fait, tu vas vraiment ton expérience sur le terrain Ouais. enfin, voilà, en fonction du milieu où tu seras, Oui. de l'entreprise où tu seras, quoi. Puis ce qu'il faut bien se dire en plus, c'est que il y a, enfin, après, l'école, c'est important, mais aussi tu te fais ton expérience, tu te forges ton expérience dans le domaine du travail. Quand t'arrives souvent que tu sors de l'école, des fois, t'as l'impression que tu sais tout, sauf que c'est pas du tout le cas. Au contraire, t'es encore un bébé et tu apprends aux yeux de ceux qui ont plus d'expérience. Et par exemple, les métiers qui vont toucher au monde du nucléaire, c'est quelque chose qui s'apprend pas à l'école. Alors oui, c'est vrai, le concept de base, la mécanique de base reste la même, mais sinon, le métier en soi et les normes que tu vas toucher ne s'apprennent pas à l'école. Et donc, du coup, c'est vraiment ensuite dans le monde du travail que tu vas acquérir le plus d'expérience et où tu vas vraiment devenir ingénieur, pour moi. C'est ça, en fait, on le devient. En sortie d'école, tu as ton titre, mais avec le temps, tu le deviens. Bon, Nicolas, vas-y, explique-nous ton parcours. Ouais. Tout le monde- Le pauvre, on l'a pas laissé parler. Et puis en plus, on a quelqu'un là qui travaille au CSA qui a remarqué qu'il n'avait pas eu son temps de parole. Bon, t'écoute. Alors moi j'ai eu de la chance d'avoir des très bonnes notes tout le temps dans toute ma scolarité. Du coup j'ai fait classe prépa post-bac et j'ai intégré Centrale Suprélec sur concours. Donc c'est des écoles, tout à l'heure on parlait de concours, c'est des écoles sur les 5000, il faut être dans les 50 premiers quoi, pour rentrer dedans. Polytechnique, il faut être dans les 10 premiers. Donc vous voyez un petit peu le niveau. Donc c'est super dur. Et ensuite, quand on est dans l'école, c'est aussi super dur. Il faut continuer de travailler. Il faut pas se relâcher. Ok, j'ai fait ma prépa, j'ai fait les concours, maintenant je suis tranquille. Non, en école d'ingé, c'est dur aussi, hein. Donc Ouais. nous, tu parlais d'être bon à l'école. C'est quand même c'est difficile de faire ces études-là. Faut se dire qu'il faut tenir sur 5 ans. Ensuite, après Centrale Supélec, j'ai fait un double diplôme, moi. Donc j'ai fait les arts et métiers. C'est là où j'ai rencontré Amina. Voilà. Après ça, moi, j'ai travaillé à EDF pendant 4 ans. Donc, j'étais ingénieur dans tout ce qui est électricité, centrale nucléaire, etc. Et ensuite, j'ai été manager et j'ai dirigé des équipes en centrale aussi, toujours dans le même domaine, pendant 4 ans. Et après, j'ai rejoint Défi Alpha, donc j'ai tout lâché et j'ai rejoint Amina. Et maintenant, je suis ingénieur informatique et je gère le site internet, je gère la plateforme, etc. Donc, on peut vraiment faire des parcours très variés. Et le mien, par exemple, bah, c'est pour vous montrer qu'on peut faire des écoles, faire plusieurs métiers derrière. Donc, ingénieur, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce diplôme, quoi. Et c'est un super métier. Les filles, allez en école d'ingénieur parce que voilà, c'est-à-dire que
de la même manière où c'est accessible sur plein de domaines, même en tant que fille, croyez-moi, il y aura forcément des choses qui vont vous plaire. Et puis voilà, foncez. Vous avez tous votre place en école d'ingé. Alors là, on va être obligé d'arrêter là pour cette conférence. On va remettre le replay sur YouTube. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur YouTube. Premièrement. Deuxièmement, pareil sur cette vidéo sur YouTube, là, n'hésitez pas aussi à nous dire s'il y a des métiers qui vous intéressent. Comme ça nous permettra aussi d'organiser les différentes conférences métiers en fonction des choses qui pourraient vous intéresser. Et encore une fois, il y en aura régulièrement. Soyez présents. Donc, ça veut dire connectez-vous régulièrement sur la plateforme. Regardez quand on informe qu'il y a une conférence métier. Et même si, encore une fois, c'est pas un métier qui a priori vous intéresse, venez. Venez. Et ben, on est bon. On s'arrête là? On s'arrête là? Ça marche. Oui? Bon, bah écoutez, je vous dis bonne soirée à tous. Et puis merci d'être venus. Et Bonne puis j'espère soirée. que ça vous a aidé, hein, d'accord? Sur la vidéo YouTube, mettez votre avis. Dites-moi si c'était bien, pas bien et compagnie, hein. On attend votre retour. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Zacharia, peut-être, tu avais une question, je peux répondre. C'est quoi la différence entre une école publique et privée en ingénieur? Alors, école publique, souvent, ça va être des écoles, en fait, qui vont être plutôt gratuites ou avec des frais d'inscription très faibles. Les écoles privées, souvent, elles vont te demander de payer des grandes sommes d'argent pour pouvoir rentrer dans ces écoles-là. Tu as des écoles privées qui vont te demander entre 6 000 euros et 12 000 euros par an pour rentrer dedans. Ouais, Ah, c'est la ok. moyenne. Voilà. C'est vrai qu'en plus, quand tu te lances dans ce type d'études, si t'as pas quelqu'un de ta famille qui a forcément suivi ce cursus et tout, c'est très compliqué de s'y retrouver. Et Oui, je les pense gens, que ils ne savent pas que ça existe, en fait, ouais, les écoles d'ingénieurs, donc... ouais, puis ils savent pas toujours comment y aller. Puis souvent, t'as beaucoup aussi, c'est ce que je disais. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a pas mal suivi. C'est toujours, tu sais, les gens qui en parlent, mais en fait, qui sont même pas ingés, hein, et qui te disent, oh là là, c'est très difficile, tu peux pas y arriver, la classe prépa, c'est presque infaisable. Mais après, quand t'es dedans, bon, bah, tu te rends compte que si tu te retrousses bien les manches, il y a pas de raison de pas y arriver. Donc, bon, voilà. Donc, non, je pense que c'est super de pouvoir communiquer là-dessus. Et puis, ben, c'est aussi le but de nos métiers, la transmission. Donc, c'est très bien. Pardon.